Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le business plan VB. J'ai pas la garantie que cette vidéo sera encore en ligne d'ici un moment, donc je vous conseille de la regarder maintenant. Donc maintenant, ce que vous allez apprendre à travers cette vidéo d'ici 10 à 15 minutes, c'est comment créer une infrastructure d'entreprise scalable qui est capable de générer jusqu'à 40 000 euros par mois. Et cette infrastructure va évoluer au fur et à mesure que le chiffre d'affaires évolue. Et le processus, il est compatible pour une application, un SaaS, une entreprise d'e-commerce, marketplace, coaching, formation éthique et services d'agence. Maintenant, pour qui est-ce destiné? Cette infrastructure, elle est destinée aux entrepreneurs confirmés qui veulent se diversifier, mais également aux entrepreneurs débutants ou aspirants, mais surtout ambitieux. Et ultimement également à ceux qui ont une activité, mais qui veulent passer à autre chose et qui veulent augmenter leurs revenus. Pourquoi je partage cela gratuitement? La raison toute simple, du contexte auquel on fait face sur les réseaux sociaux, qui grouille de soi-disant entrepreneurs. D'ailleurs, moi, qui suis-je? Bien, je m'appelle Pierre Richet. J'ai généré entre 100 et 500 000 euros par mois. Pas par mois, pardon. J'ai eu des chiffres intéressants, mais c'est pas par mois. Entre 100 et 500 000 euros avec tous les business models en ligne qu'on peut trouver sur Internet, notamment agence marketing, SMMA, dropshipping, coaching. Donc, j'ai eu plusieurs entreprises en même temps. Et j'ai étudié à l'université de Stanford en 2019 pour apprendre le machine learning avec Andrew Nguyen. En termes de résultats clients, j'ai généré plus d'1,3 million d'euros dans 150 entreprises et j'ai aidé plus de 500 personnes à devenir indépendantes. Et ma dernière boîte, comme vous pouvez le voir ici, a eu des résultats assez intéressants qui moyennaient à peu près à 23 000 euros par mois. Donc on va démarrer tout de suite. Qu'est-ce que le venture building? En fait, le venture building, c'est un système que j'appelle un système auto-organisé. C'est-à-dire que peu importe le business model, le venture building, ça s'applique pour plusieurs business models. Pas tous, mais une grande partie. Puisque chaque projet a besoin de 6 fondations afin de tenir debout et de prendre de la hauteur. Okay, donc même si vous cherchez à faire 500 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, il faut démarrer de cette base, parce que cette base est prépondérante sur la structure économique, marketing, commercial, que vous allez créer par la suite. Donc ça commence évidemment par l'environnement. Je vais pas passer des heures là-dessus. Voilà, l'environnement, comme le disait Kurt Lewin, le comportement est la fonction de l'individu dans son environnement. Donc avoir un bon environnement, c'est important. Par exemple, si vous travaillez que sur votre téléphone, ça marchera pas. Donc cette infrastructure, elle se compose de plusieurs fondations et la première fondation, c'est l'idéation et la validation. Certes, parfois, les gens ont des idées, mais cette idée, peut-être qu'elle n'est pas validée par le marché. Nous, ce qu'on fait, c'est un scan et une collecte de 200 points de données sur l'individu. Ça veut dire que, évidemment, il faut partir de la connaissance de soi, de ce qu'on connaît comme étant un avantage concurrentiel pour soi-même. Peut-être que ses aptitudes, son exposition sectorielle, la compétence, l'appétence. Et en partant de cette base-là, on peut définir le concept de business avec un fort potentiel de scalabilité. Parce que je vous garantis que sur le marché, ceux qui font les plus gros résultats, c'est ceux qui tiennent longtemps. Et ceux qui tiennent longtemps, c'est ceux qui ont un avantage concurrentiel, à commencer par les aptitudes naturelles qu'ils ont. À partir du principe que nous sommes sur Terre, il y a 8 milliards d'êtres humains qui sont des potentiels concurrents. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui se positionnent sur leur avantage concurrentiel, donc des compétences qu'ils ont naturellement. D'ailleurs, si vous vous considérez comme quelqu'un d'ambitieux et que vous voulez recevoir votre analyse de profil pour qu'on détermine les concepts d'entreprise qui sont parfaitement alignés avec votre profil et qui ont des potentiels de revenus élevés, donc là on parle de 40 000 euros par mois environ, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et vous recevrez votre analyse de profil, les concepts d'entreprise adaptés et à fort potentiel de revenus, le plan personnalisé pour le concept que vous souhaitez lancer et un accompagnement avec notre équipe pour vous aider à obtenir vos premiers clients. Donc je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous et je vous préviens également qu'on est on a beaucoup de demandes sur le marché anglophone, donc il est fort possible qu'on augmente les prix, donc je vous conseille de vous dépêcher. C'est important pour soi-même de définir des concepts de business à fort potentiel de rentabilité, donc nous on a une tech qui permet de faire ça. Et ensuite, on va passer à la phase de validation. Donc la phase de validation, qu'on pourrait aussi appeler une phase de réfutation, parce qu'en fait, elle s'inspire de la méthode scientifique, dans laquelle on va tout simplement réfuter une hypothèse. Donc on va la réfuter en étudiant la faisabilité de l'idée à travers les POC, donc les preuves de concept. Donc on valide que le concept de business est faisable en observant les preuves de concept. Ça veut dire les autres business qui font déjà ça. Si d'autres personnes le font déjà, ça prouve non pas qu'il y a une économie, mais que c'est faisable. La deuxième validation, c'est la validation du problème. Parce que certes, quelquefois, on peut avoir des logiciels d'espionnage industriel, on peut avoir beaucoup de données, beaucoup de graphes, beaucoup de chartes, certes, mais il faut du contexte. Et pour ça, il faut parler au client directement. Donc, on fait des enquêtes téléphoniques. Pour quelqu'un qui est 100% débutant, moi je vous conseille de faire ça. Avec ma première boîte, ce que j'ai fait en 2018, j'ai appelé, vous n'êtes pas obligé d'appeler autant de personnes, mais moi j'avais appelé
1700 entreprises. J'avais fait 2800 appels. Donc j'ai appelé quasiment tout le monde 2 fois. Je leur demandais quel est votre plus gros problème. Et ensuite, si moi j'étais capable de régler ce problème, eh bien combien vous serez prêt à payer. Donc ça me donnait mon produit et mon prix. Et ensuite, viabilité économique. Donc le meilleur moyen d'évaluer un concept de business d'un point de vue économique, c'est de faire un smoke test. Ok. Et donc un smoke test, pour ceux qui ne savent pas, c'est on va faire comme si le produit existait déjà et on va essayer de le vendre directement à travers une page. Ok. Donc quand vous faites de la recherche d'une idée de business, les 2 datas les plus importantes, c'est le volume de marché qui doit dépasser 100 millions d'euros. Parce que plus le volume de marché est important, plus ce sera aisé pour vous de faire 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Si vous êtes sur un marché qui vaut 200 000 euros, c'est pas la peine. Ça sera trop dur de trouver des clients intéressés et chaque étape de conversion de votre architecture d'acquisition va être impactée. Ça veut dire que un taux de qualification qui devrait être à 60%, là il va être à 5%. Une performance commerciale qui devrait être à 35-40%, et là elle va être à 15%, etc. Et la deuxième donnée la plus importante, c'est le coût par acquisition client, donc le CAC, qui est nécessaire pour développer l'entreprise et qui doit représenter entre 1/5 et 1/20 de votre runway financier. Et le runway, c'est la somme d'argent que vous pouvez investir avant d'être à court. Ok ? Donc par exemple, si vous prévoyez de faire de la publicité, ou imaginons que votre boîte avait fait déjà 20 000, 25 000 par mois, et que vous avez déjà usé d'une stratégie marketing comme le marketing organique, vous faites du setting, ou je sais pas, et qu'à un moment vous voulez scaler à 100 000 euros par mois, et le coût d'acquisition client, s'il se trouve à 500 euros, mais que vous vendez votre produit à 500 euros, vous ne serez pas rentable. Donc le CAC, il faut que vous vous assuriez qu'il soit 5 fois inférieur, minimum, à votre prix. Ok, donc il y a pas mal de mathématiques à faire au début dans la phase d'idéation. J'ai pas tout mis, mais en gros, ça c'est une bonne grosse partie de... Enfin, on va dire que c'est à peu près 10 à 20% des données qui nous permettent de juger si l'idée et la validation sont bonnes. Je ne pouvais pas tout mettre dedans, évidemment, sinon c'est beaucoup trop long. Ensuite, on va passer au PMV. Voilà, mettons que l'idée, elle est validée. On va passer au PMV. Donc, pour faire un PMV, un produit minimum viable, qui est en fait un produit dans lequel on va inclure seulement les fonctionnalités de base du produit. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'il est impossible de deviner ce que les gens veulent, à moins d'avoir des clients payants. Des clients qui ont déjà payé. Parce que des fois, les gens ils vont avoir des idées de business, ils vont imaginer tout un tas de choses qui leur correspondent à eux, mais qui ne correspondent pas au marché. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un process lean. Ça veut dire qu'on va faire quelque chose de minimal, mais à la fois qui donne la possibilité d'avoir une solution personnalisée pour le client, mais en même temps, qui soit une solution qui peut être délivrée d'une manière standardisée. C'est-à-dire pareil pour tout le monde. On n'a pas envie de passer plusieurs semaines à développer une solution différente pour tous les clients. Okay ? Donc on va faire un PMV basé sur un process lean qui répond aux besoins primaires du client. Et on va ship fast, ça veut dire qu'il faut aller vite. Parce que la vitesse est mère du succès dans le business, dans n'importe quel business model. Parce que c'est comme ça qu'on a c'est comme ça qu'on fait du cash, c'est comme ça qu'on fait de la trésor, c'est comme ça qu'on fait de l'itération, c'est comme ça qu'on accumule de la data, et c'est comme ça que on reste connecté au marché. Okay. Donc quand vous développez un produit, passez pas plus de 1 ou 2 mois. Si ça prend plus de temps que ça, c'est pas bon. Ok. Moi j'avais lancé quelqu'un qui voulait créer un business de coaching. Je lui ai dit de faire son smoke test et de commencer à vendre directement. Et c'est simple, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, il avait déjà encaissé 8 000 euros, même un peu plus que ça. Je crois qu'il avait passé 1 mois ou 2 mois à faire de l'itération, et après le 3e mois, il était déjà à 8 000 euros. Donc voilà, il faut aller sur le marché directement, il faut pénétrer le marché le plus tôt possible.
Ok, c'est que comme ça que ça marche. Et oubliez le vibe coding aussi, il y en a qui veulent faire du vibe coding. Si vous n'êtes pas développeur à la base, ne faites pas de vibe coding. Ok. Le vibe coding d'un point de vue marketing, c'est très beau, c'est très intéressant. Mais le problème du vibe coding, c'est que ça coûte très cher pour débugger l'application. Et pareil, il faut que votre application reste connectée aux besoins du marché, donc il faudra la modifier de manière continuelle. Et si vous ne savez pas lire du code, du Python ou je sais pas, du Python 3 par exemple, vous ne pourrez pas itérer en fait. Ça sert à rien, vous aurez une solution intéressante au début, mais après il faudra recruter un développeur, mais sauf que sur une phase de validation, vous n'aurez toujours pas assez de trésorerie pour prendre un développeur. Ok. Donc maintenant, peut-être que vous l'avez entendu dans mon discours, mais quand on développe un PMV, c'est pas un produit final, c'est un PMV. Ce qui veut dire qu'on va mettre en place une boucle, donc là c'est une boucle de rétroaction entre le produit et le marché. Okay, donc on va écouter les retours du groupe test pour ajuster le produit tout le temps. Une fois que le PMV est développé, on va se pencher sur l'offre et le pricing. Donc ça, c'est un exemple d'une startup que j'ai montée. À quoi ça ressemble en fait une infrastructure d'offre et de pricing. On va avoir par exemple, plusieurs personas clients. Et pour chaque persona, en fait, on va essayer de proposer un prix pour tous les segments de marché. Parce qu'il y a des gens, ils veulent le payer seulement 100 € par mois, il y en a, ils veulent payer 1000 € par mois. Donc en fait, il faut vraiment proposer, pour maximiser son profit, il faut vraiment proposer un pricing qui soit pour tout le monde. Et à chaque fois, proposer une valeur qui soit équivalente au prix proposé. Ok. Ensuite, il faut créer l'architecture d'acquisition. Donc ça, c'est le plus important, c'est une science, je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures de comment créer une architecture d'acquisition. Mais pour essayer de faire assez rapide, en fait, il faut que votre architecture d'acquisition, ça veut dire la manière dont vous allez acquérir vos clients, doit correspondre au degré de conscience de vos clients. Ça veut dire que là, c'est des gros exemples. Hein. C'est pas des règles qui sont ancrées dans le marbre. Mais par exemple, pour une application ou un SaaS, on va faire de l'optimisation de store, des campagnes publicitaires. Pour de l'agence, on va faire du marketing organique, du réseautage. Pour les formations, webinaires gratuits, closing, e-commerce, on va aller voir des influenceurs, publicité ciblée, sachant qu'on peut prendre des influenceurs pour une application. Okay, donc ça, c'est pas ancré dans le marbre. Ça dépendra surtout du degré de conscience du marché. Okay. Par exemple, si vous vendez, je sais pas, des systèmes de scaling destinés à des entreprises du CAC 40, et ben vous n'allez pas faire de la publicité sur Snapchat. Ok, là j'ai pris un exemple très vulgaire pour que vous compreniez. Si vous êtes dans le cas du contenu viral, le plus important dans le contenu viral, si vous faites de l'acquisition via du contenu viral, c'est super important de définir les sujets, les thèmes qui permettent à une vidéo de devenir virale. Parce que les gens se perdent avec la viralité. Les gens se perdent avec le contenu, alors que le gros domino, c'est le thème. Ils disent « Ouais, non, mais c'est le hook. Non, mais ta vidéo, faut qu'elle soit comme ci. Faut que tu filmes comme ça. » Tout ça, on s'en fout. Il y en a, ils sont virales. Ils filment avec leur Wiko. Juste, ils sont virales parce qu'ils abordent les bons thèmes. Ok. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore, Wiko. Je peux vous donner un exemple de ça. Par exemple, il y a un client qu'on avait accompagné par rapport à ça. Lui, il est monté à 1 million d'abonnés juste parce qu'il n'arrêtait pas de marteler le même thème qui était viral, alors qu'il filmait avec son iPhone. Après, il s'est professionnalisé, il a pris des caméras, etc. Ok. Maintenant, un exemple d'architecture d'acquisition qui a été énormément simplifié, c'est que grâce au contenu viral, vous pouvez faire du setting et des webinaires. Ça, c'est une stratégie que moi-même j'ai utilisée pour faire 500 000 sur la dernière boîte. Ok, donc vous faites du contenu viral. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête.
Et sur toutes les personnes qui, par exemple, vont commenter une vidéo, vous allez faire du setting. Ok, donc vous allez contacter chaque personne, vous contactez 100 personnes par jour, 150 personnes par jour. Vous prenez un setter, vous le recrutez à Madagascar, vous le payez 400 € par mois. Et vous faites un script en 4 étapes. Vous pouvez faire de la pub aussi. Et vous les invitez à participer à un webinaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec un webinaire, sur 100 personnes contactées, vous allez avoir, en tout cas nous on avait 48% d'inscriptions. Parmi ceux qui s'inscrivent, on avait 60% qui participaient. On avait un taux de conversion de 5 clients. Ce qui veut dire que même avec des facilités de paiement, en gros on encaissait, on facturait à peu près 4800 € par jour. Et on encaissait, je fais la différence entre collecter et facturer, on collectait 1200, 1400 € par mois. Après les gens payent, parce qu'ils payent en plusieurs fois souvent, donc après les gens ils payent le 2e mois, 3e mois, 4e mois. Ok. Une stratégie de setting, à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, une stratégie de setting, je voulais le préciser. C'est quoi par exemple? C'est voilà, les gens vont commenter un certain mot, vous les saluez, vous leur demandez dans quel pays ils vivent, vous leur demandez s'ils savent de quoi il s'agit, sinon s'ils ne savent pas, on fait de l'éducation, ensuite on fait une proposition et on envoie le lien. Ok. Ça c'est une stratégie qui peut vous permettre de planifier entre 13 et 17% des gens contactés. Donc ce qui rend les choses très 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 prédictibles. Donc il faut juste devenir bon vraiment en contenu, quoi. Et après, si vous faites une stratégie publicitaire pour monter à 50 000, 60 000 €, voilà, ça c'est la stratégie, la structure que nous on utilisait. Okay, on faisait la pub sur TikTok, Google, Facebook, Instagram. Après, on avait toute une architecture automatisée qui permettait d'inscrire les gens en webinaire. Et voilà. Et ensuite, évidemment, ici aussi, il y a une boucle de rétroaction entre la stratégie marketing et la psychologie de marché. Que certes, si vous faites du setting, vous pourriez avoir entre 13 et 17% des gens qui planifient un appel, mais ça peut être plus ou moins. Ok. Et selon les métriques standards de l'industrie, il faudra adapter du coup la stratégie. Ok. Il faut voir si vos métriques sont en dessous ou en deçà des métriques standards. Ensuite, donc là je vais résumer un petit peu. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est idéation, PMV, offre, architecture d'acquisition, et là on passe à l'optimisation des flux financiers. Et c'est pour ça en fait que moi je critique souvent les formations et les coachings, parce qu'en fait, dans quelle formation vous allez apprendre ça? Bon, souvent ils vous apprennent des trucs de marketing et de vente, mais dans quelle formation ils vous apprennent à créer des infrastructures de pricing qui viennent combler tous les segments d'un marché? Dans quelle formation on vous apprend à créer des bons produits et la bonne méthodologie pour le faire? Dans quelle formation on vous apprend à faire de l'idéation et de la validation? Il n'y a qu'avec un laboratoire de recherche comme Venture Lab où on le fait, quoi. Enfin, on n'est pas qu'un laboratoire de recherche, on fait aussi tout le travail pour le client. Pareil, dans une formation, vous apprendrez jamais ça, l'optimisation des flux financiers. Donc ça, c'est un gros travail. Évidemment, c'est pas universel pour toutes les entreprises. Mais dans ce cas de figure, l'optimisation des flux financiers, ça se résume en le fait de créer une routine organisationnelle qui permet de mesurer tout ce qui va influencer la santé financière de la boîte. Et ça, c'est ce que j'appelle prendre le pouls d'une boîte. C'est-à-dire que tous les matins, vous allez... donc là, j'ai mis quelques catégories de choses à faire, à vérifier. Certaines choses sont automatisées, d'autres ne le sont pas. D'où l'expression « prendre le pouls ». Par exemple, la performance commerciale d'une entreprise, ou la performance de setting, commercial, économique, publicitaire, fiscal, ça c'est quelque chose qu'on fait à la main. Tous les matins, on prend 5 minutes et on note, on regarde le reporting de nos équipes, on le rentre dans nos tableaux, on rentre aussi les données que nous on a besoin de rentrer dans le tableau, et on observe la performance commerciale de l'entreprise sur le mois ou sur la semaine, et on observe la différence par rapport au mois précédent pour voir si on est dans les clous, ou si on n'est pas dans les clous, en fait ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut voir le problème avant qu'il fasse des dégâts. D'où le fait de prendre le pouls. Et donc il y a plusieurs choses qu'on peut traquer. On peut traquer également
le WIP, donc le Work in Progress, à travers un monitoring opérationnel. Ça veut dire que vous allez avoir un système qui va observer la performance de vos équipes. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés avec le fait de déléguer parce que c'est risqué, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. N'est-ce pas qu'il y a pas longtemps, j'ai eu un client qui m'expliquait qu'en fait dans sa première boîte a fait faillite parce que il avait amené plusieurs salariés sur un chantier. Et en fait, ces ouvriers-là ne travaillaient pas, ils faisaient la fête, ils faisaient des soirées, donc les chantiers prenaient beaucoup de retard. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'était pas capable de vérifier si les gens de son équipe travaillaient, quoi. Donc, parfois, on tombe sur des personnes qui n'ont pas une culture du travail, une éthique de travail qui est très développée. Donc le monitoring opérationnel permet de se protéger contre ça. Et après, on peut recruter autant qu'on veut, une fois qu'on a un système qui est inviolable par rapport, à un membre d'équipe qui va pointer, par exemple, avec des systèmes, avec des logiciels. En fait, on sait quand il est en train de travailler. On a même des logiciels qui permettent de prendre des captures d'écran de vos employés pendant qu'ils travaillent. Et quand ils sont sur YouTube et ils ne travaillent plus, on sait. On a une notification, donc il y a plein de choses à mettre en place par rapport à ça. Ça, c'est dans le cas où vous faites du télétravail, évidemment. Après, il faut mettre en place un changelog. Un changelog, c'est un répertoire de changements. Tous les changements marketing seront notés dans un tableau. Comme ça, on sait quand il y a une baisse ou une hausse de performance, on sait d'où ça vient. Un gestionnaire d'erreurs, parce que souvent on met en place des automatisations. Donc les erreurs, on veut être au courant directement dans un dashboard, dans un tableau de bord, et non pas dans les emails. Et pareil, quand on fait de l'A/B testing, quand on fait des tentatives d'amélioration d'un point de vue commercial et marketing, en fait, on peut savoir si le changement qui a été opéré à travers un système, on peut savoir de manière très lisible et claire si le changement a été bénéfique ou non. Évidemment, faire les flux de trésorerie, le plus important. Si vous ne le faites pas, franchement, faites-le le plus vite possible. Et pareil, les comptes clients. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre aussi par rapport à ça. Mais voilà, les comptes clients, par rapport à l'administratif, est-ce que la facture et les contrats ont été envoyés? Est-ce que l'onboarding a été finalisé? Au bout de combien de temps il a été finalisé? Voilà, encore une fois, j'ai pas tout mis par rapport aux clients, par rapport à la livrabilité, mais il y a au moins 20 métriques qu'il faut traquer par rapport aux clients. Par exemple, le time to first value. Donc, en combien de temps, quand le client a un problème, en combien de temps en moyenne, est-ce que son problème il est réglé? Quand vous avez des équipes, ça c'est super important de savoir en combien de temps vos équipes règlent les problèmes de vos clients. Ok. Donc, par rapport à ça également, il va y avoir une boucle de rétroaction entre les prix, la vente, la trésorerie, parce que tout ça, ça peut, quand on observe nos chiffres, tout ça, ça peut nous amener à augmenter ou à baisser nos prix. Par exemple, si votre performance commerciale elle est de 60%, c'est pas normal, il faut augmenter les prix. Si la performance commerciale, en revanche, elle est de 15%, là, il faut baisser les prix. Ou alors, il faut observer, faut voir si le système de qualification, il est performant. Donc tout ça, ça nous permet de maximiser le profit de la boîte. Et en même temps, de faire en sorte que les clients soient heureux et que les équipes soient responsables. Et que également elles se sentent managées et accompagnées. Parce que même des fois, quand on a des membres d'équipe, il arrive souvent qu'on tombe sur des personnes qui sont motivées à faire du bon travail, mais parfois c'est le manager qui ne sait pas manager. Donc avoir toutes ces données, ça permet d'avoir plus de visibilité sur la santé de la boîte. D'où l'optimisation des flux financiers et de mettre en place des routines organisationnelles. Ensuite, on passe au recrutement, workflow et IA. Donc, sur cette partie-là, ça c'est une fondation qui est extrêmement importante. Vous voyez que je commence à parler de membres d'équipe. Bien justement parce que une chose qui est ultra nécessaire, indispensable, il est impossible rationnellement d'avoir une boîte qui soit stable, qui tourne, sans que vous ayez des SOP. Donc les SOP, qu'est-ce que c'est? C'est des procédures opérationnelles standards, pour ceux qui ne savaient pas. Donc en fait, c'est un peu comme... je fais un gros raccourci, c'est pas vraiment ça, mais c'est une sorte de tutoriel d'entreprise. Ok.
En fait, c'est un tuto, par exemple, vous demandez à un membre d'équipe, ouais, fais-moi ça. Mais en fait, pour pas que vous ayez à lui expliquer à chaque fois comment faire X ou Y tâche, et ben en fait, il va savoir qu'il faut aller dans les SOP, et il y a déjà des tutos en fait qui sont prêts. Donc des procédures qui permettent de faire des opérations, et ce de manière standardisée. D'où procédure opérationnelle standard. Ça veut dire que la manière dont on va faire on va processer, on va traiter une tâche, et ben ça va être fait toujours de la même manière. Ok ? D'où l'importance de le fait que ce soit standardisé. Ça c'est super important parce que ça permet qu'une tâche est toujours supposée prendre la même durée et est toujours supposée délivrer la même valeur. Okay ? Comme ça, quand on va mesurer la satisfaction client, et ben en fait on sait que ça vient du SOP. Et pas que ça vient d'un employé qui a voulu faire comme il voulait. On sait qu'il s'est référé à un SOP, donc on sait que quand il y a un problème, ça vient du SOP. Donc, en termes de SOP, il va y avoir des SOP également pour le recrutement, l'onboarding et le management des équipes. Et en termes de pôle, vous allez devoir développer un pôle opérationnel, commercial et développement produit. Tout ça qui sera connecté à un monitoring opérationnel. Typiquement, les 3 premières personnes que vous devrez recruter au sein de votre équipe, ce sera le setter, pour ceux qui vont, si vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, donc des setters qui vont être en contact avec les clients pour les amener à planifier des appels. Donc en fait, le nom complet c'est Appointment Setter, c'est un peu comme des business developers ou alors comme des SDR. Ok. Et moi je vous recommande de suivre cette configuration pour avoir des setters très performants. Il y a également le commercial, je ne l'ai pas mis. Commercial que vous payez avec un fixe plus commission. Okay. Commission évolutive, hein, première semaine 5% s'il est performant. Puis après, au fur et à mesure qu'il reste longtemps, au fur et à mesure des mois, ça peut aller jusqu'à 15 à 20%. Et encore ça dépend de plusieurs paramètres. Mais le commercial, je vous recommande également de le recruter à partir du moment où vous avez seulement déjà 30 000 euros en cash sur votre boîte. Ok. Ensuite, exécutant opérationnel. Après, il y a des boîtes où vous pouvez pas prendre de commercial, même si vous avez 30 000. Des fois, le produit est très complexe. Donc, des fois, dans mon cas, par exemple, moi, je fais les appels. Ok, après, il faudra prendre un product manager ou un coach si vous faites du coaching. Vous le payez 500 euros par mois au début. Vous le mettez en temps partiel. Et également, il faudra un exécutant opérationnel qui vous paierez 1500 euros par mois. Ça peut être également votre coach et votre product manager que vous faites évoluer. Et ça vous permettra en fait de vous concentrer sur les tâches où vous pouvez apporter le plus de valeur ajoutée, notamment tout ce qui est relatif à l'allocation de capital ou l'allocation de ressources. Ok ? Il ne faut pas que vous fassiez des choses qui apportent peu de valeur à la boîte. Il faut que vous fassiez des choses que seul vous pouvez faire et qui apportent beaucoup de valeur. Ensuite, on va mettre en place des workflows, donc on va définir des tâches imprécises. Je dis bien imprécises, parce qu'on va automatiser que des tâches qui ne demandent pas de précision. Donc avec Make, N8N, vous faites par exemple les messages aux prospects, les mailing, onboarding, les erreurs d'automatisation, le changelog, l'erreur log. Ensuite, workflow d'application. Donc ça, c'est si vous créez une application, il faudra créer également des workflows. Ça, c'est un exemple de workflow. Ok. Et ensuite, il faudra bien évidemment créer une boucle de rétroaction entre la croissance et les salaires. Ok. Donc si vous avez une croissance intéressante, vous pourrez vous permettre de payer X ou Y salaire. Donc pareil, il y a des formules mathématiques à suivre par rapport à ça. Tout ça, ça peut paraître complexe, c'est un métier, ça s'apprend. Et en même temps, il n'y a pas besoin vraiment de maîtriser toutes ces choses à la perfection. Le plus important, c'est d'être sur le bon concept. Il y a des personnes qui sont vraiment pas hyper futées, mais vu qu'elles sont sur le bon concept, elles arrivent à générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc je vous laisse avec l'annonce de Venture Lab de fin. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une idée de génie pour y arriver. Vous avez juste besoin d'un concept qui a un fort potentiel de revenus
et qui plus est adapté à votre profil. Et c'est ce que fait Venture Lab. Nous analysons qui vous êtes, vos compétences, vos contraintes, vos ressources, votre façon de travailler sur la base de plus de 400 points de données. Et à partir de cette analyse, nous identifions des concepts d'entreprise qui correspondent à votre profil et qui ont des potentiels de revenus réels et immédiats. Pas des idées génériques trouvées sur Instagram ou sur TikTok, des concepts personnalisés, testés avec un plan d'action concret et un accompagnement à chaque étape. 94% de taux de réussite, des dizaines de clients qui ont lancé leur activité sans avoir eu une seule idée au départ. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous posez les mêmes questions que tout le monde en ce moment. Est-ce qu'il y a encore moyen de construire quelque chose de solide dans ce contexte? Est-ce qu'il y a de l'espoir? L'histoire nous répond que oui, il y en a toujours eu. Mais elle ne vient pas de l'attente ou de l'épargne passive. Elle vient de l'action, et de l'action seulement. Vous ne savez pas par où commencer? Eh bien nous le savons. Allez sur venturelab.co, recevez votre analyse de profil et lancez le bon business du premier coup.